Ce qui s'est passé samedi est proprement ahurissant et littéralement indigne de notre démocratie. Les Gilets jaunes manifestaient pour les 1 an de mobilisation, ce qui est considérable, et ils ont dû affronter une répression et un mépris de la part du pouvoir en place totalement délirant, disproportionné et dangereux. Dangereux pour la démocratie et dangereux aussi pour l'intégrité physique des personnes qui manifestent. Donc aujourd'hui, on est dans une situation en France, au XXIe siècle, où le droit de manifester, les libertés individuelles et les libertés publiques se trouvent très concrètement menacées par le pouvoir en place. La démission du préfet d'Allemagne ? Je trouve qu'après ce week-end, oui. On a démissionné un autre préfet il n'y a pas très longtemps. Enfin, on l'a remplacé. Là, maintenant, on se retrouve avec une manifestation qui ne peut pas manifester et où, encore une fois, il y a vraiment des éléments qui sont en termes de maintien de l'ordre et de respect du droit de manifester. J'insiste, c'est un respect constitutionnel. C'est pas n'importe quoi dans un pays de ne pas pouvoir manifester. Je trouve que ça ne va pas. Mais au-dessus de M. Lallemand, je dois insister, il y a M. Castaner. Et M. Castaner, il a vraiment un bilan catastrophique depuis plus d'1 an en matière de maintien de l'ordre et justement de respect des droits constitutionnels qui sont ceux de manifester en ce pays. Et tirer les enseignements de ce week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Je voudrais avoir votre sentiment, votre réaction quand on voit ces images, ce monument dégradé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous condamnez? Alors, madame, moi, ce qui m'inspire, c'est que, franchement, votre chaîne de télévision, comme beaucoup d'autres chaînes de télévision, souhaite formater les esprits pour que l'opinion se désolidarise de la contestation sociale légitime qu'il y a dans ce pays. Pourquoi vous ne montrez pas ces 14 000 hommes et femmes qui sont tués chaque année à cause du chômage, à cause de la violence sociale de ce gouvernement. Alors je vais vous dire une chose. Évidemment que les monuments morts qui sont dégradés, les monuments divers et variés, que ce soit hier ou que ce soit sur les Champs-Élysées l'an dernier, évidemment que c'est vraiment regrettable. Et moi je suis une militante non violente. Mais je vais vous dire une chose. Ce gouvernement n'a pas voulu, au 1 an des Gilets jaunes, que la manifestation ait lieu. Pourquoi a-t-il choisi la place d'Italie alors que même le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumé, qui est plutôt un soutien à la fois de Macron et de Madame Hidalgo, était défavorable au choix de la place d'Italie à cause des travaux et des problématiques qui pourraient s'y poser? Pourquoi la préfecture a-t-elle imposé le choix de la place d'Italie? Dès le début de la matinée, il n'y avait aucune force de l'ordre quand il y a eu les premiers débordements. Qui a causé ces premiers débordements? On ne le sait pas. La préfecture de police a été incapable de garantir le droit de manifester, de garantir la sécurité et de garantir aussi l'espace public. Donc c'est d'abord et avant tout une défaillance de la préfecture qui a priori voulu que la manifestation n'ait pas lieu. Daniel Simonet, d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Si on montre ces images, c'est que ça choque beaucoup de monde. Et c'est pour cette raison, il y a même une minute de silence qui sera observée tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, vous revenez sur la polémique. Polémique, effectivement, vous accusez, donc c'est la mairie de Paris, en fait, qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas enlevé, effectivement, tout le matériel des travaux. Paris. Non. Non, la mairie de Paris et la maire du 13e arrondissement avaient averti le préfet de police que c'était pas un bon choix cette place-là. Moi j'aurais aimé par ailleurs qu'il y ait une minute de silence quand par exemple Steve est décédé. Il n'y a pas eu une minute de silence pour Steve, il n'y a pas eu une minute de silence pour cette femme à Marseille lors des premières manifestations des Gilets jaunes qui est décédée du fait d'un tir de gaz lacrymogène par les fenêtres dans son appartement. Il y a une volonté de la part de ce gouvernement de dénigrer la mobilisation des Gilets jaunes. Et il y a une trouille de la part de ce gouvernement, de la contestation sociale qui monte dans ce pays pour le 5 décembre, parce que nous refusons et parce que beaucoup de femmes et d'hommes refusent la guerre sociale que mène ce gouvernement contre les retraites, contre les chômeurs, contre les services publics. Qui est responsable? C'est Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur qui a donc laissé faire, selon vous, c'est ça? Le ministre de l'Intérieur est responsable depuis 1 an. Sa stratégie vis-à-vis de la contestation sociale est une stratégie de répression et d'escalade de la violence et non pas une stratégie qui garantit le droit de manifester. Et par ailleurs, la responsabilité de ce gouvernement est la suivante. Au lieu de répondre à la demande de dialogue et à la demande surtout de rupture dans la politique, ce gouvernement décide d'user de la répression pour pouvoir continuer plus encore sa politique antisociale néolibérale. Daniel Simonet, est-ce que tout ça vous inquiète à quelques semaines de cette mobilisation du 5 décembre? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous pensez, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon, qu'il y ait une coalition des luttes?
Mais je pense elle va avoir lieu, cette coalition des luttes. Il faut comprendre, quelque chose est en train de craquer dans notre société. Quand vous voyez autant de suicides dans tous les corps, dans tous les secteurs de métier, vous avez des suicides chez les pompiers, chez les agriculteurs, vous en avez à la police, vous en avez dans l'hôpital, vous en avez dans l'éducation nationale, dans la jeunesse. C'est qu'il y a une situation qui ne va pas. Alors il faut au contraire reprendre confiance en nous-mêmes, se donner l'espoir, et justement cette résistance le 5 décembre, eh bien c'est positif, parce qu'on se dit, ben voilà, la convergence de bon nombre de combats vont permettre de dire stop à ce gouvernement. La casse de notre système de retraite, de la sécurité sociale, des droits des chômeurs, de nos services publics, bref, le démantèlement de tout ce qui a été conquis de haute lutte, eh bien ça ne va pas se passer comme ça. Et donc on est déterminés parce qu'on pense qu'il y a un bien meilleur avenir possible ensemble. Merci beaucoup Daniel Simonet d'avoir... Où certains s'interrogent, est-ce que cela a été délibérément laissé ici? On écoute. Ça fait depuis 1 an, donc depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et depuis le début des travaux ici à Place d'Italie. Tous les vendredis, on est averti par le préfet et par la mairie de Paris comme quoi qu'il faut qu'on mette le chantier en sécurité pour retirer tout ce qui peut être des projectiles, serveurs de projectiles et tout. Et comme par hasard, pour les 1 an des Gilets jaunes, rien n'a été fait. C'est le préfet qui a donné ordre à l'organisation Gilets jaunes de faire le départ à Place d'Italie. C'est le préfet lui-même, en son âme et conscience, qui savait très bien qu'il allait y avoir des débordements. Ou sinon, dès le départ, il aurait dû mettre des forces de police tout autour de la place, la ceinturer pour éviter que les gens accèdent sur les chantiers pour pouvoir prendre les projectiles. Ce qui n'a pas été fait. On a laissé les gens au milieu de cette place-là. Et une fois que ça a commencé à mettre le bazar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nassé tout le tour de la place. Et bien sûr, quand vous êtes nassé, plus personne ne peut sortir. Donc après, c'est monté en température, en pression. Puis c'est devenu ce que c'est devenu, une vraie guérilla urbaine. Ce que je regrette en plus. Un homme est particulièrement la cible des critiques, c'est le préfet de police de Paris, Didier Lallement, car c'est lui qui a imposé la Place d'Italie comme point de départ de la manifestation. Ce n'était pas à l'origine le choix de l'organisation des Gilets jaunes. La parole est à monsieur Hugo Bernalicis. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous interroge sur la réalité du droit de manifester en France. Quand à 14h23, la manifestation parisienne des 1 an des Gilets jaunes qui commençait 20 minutes plus tôt est interdite. Vous avez démis de ses fonctions le préfet de police Michel Delpech pour raison de mauvaise gestion d'une manifestation de Gilets jaunes. Or, ce week-end, après une gestion calamiteuse de la manifestation parisienne, le préfet Didier Lallement, lui, reste. Comment expliquez-vous ce 2 poids 2 mesures? Est-ce parce qu'il respecte parfaitement vos consignes, à savoir gouverner par la peur? La peur, quand on voit la vidéo de ce gilet jaune du Nord, Manuel Timili, en train de discuter tranquillement, qui perd un œil sur un simple tir de grenade lacrymogène. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernalicis, vous dire simplement, et vous ne serez pas surpris que je ne partage pas votre lecture des événements. La manifestation était certes déclarée, mais pour un départ à 14h, mais très vite, des individus extrêmement violents sont venus, ont commencé à commettre des exactions, s'en prendre aux forces de l'ordre, et il était normal, légitime, permettez-moi de le dire, juste que les forces de l'ordre interviennent pour mettre un terme à ces exactions extrêmement violentes qui n'ont rien à voir avec le droit de manifester, monsieur le député. Et donc l'action de la préfecture de police était juste et légitime. Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre, vous avez raison. Le désordre que vous avez organisé a mis en danger des policiers, des pompiers, ainsi que les manifestants qui voulaient manifester pacifiquement. Mais vous assumez donc bien de maintenir ce préfet et par là même de gouverner par la peur. Vous avez nommé Didier Lallement en parfaite connaissance de sa réputation, dont la presse se faisait l'écho. Lallement, le nouveau préfet qui fait flipper les flics, celui que ses collègues de Bordeaux surnommaient le fou furieux. C'est donc à dessein que vous l'avez nommé, car il y a une adéquation entre votre doctrine de maintien de l'ordre et la réputation de ce préfet, entre l'éborgneur et le fou furieux. Ce week-end, tout a été fait pour faire monter la tension et aboutir à un affrontement. La hiérarchie de la préfecture de police, sous votre responsabilité, doit assumer d'avoir organisé le désordre. Pour preuve, le parcours modifié rendant le point de départ plus dangereux à Place d'Italie avec des chantiers sur place, cette interdiction ubuesque à 14h23, ou encore ce journaliste défiguré par une grenade. Le même préfet qui applaudissait avoir matraqué le député Prud'homme a désormais dans son tableau de chasse les députés Corbière et Quatennens empêchés de quitter la manifestation. Choisissant le camp de la répression, le préfet Lallement a quitté le camp de la République. Vous devez le démettre de ses fonctions. Votre volonté est de dissuader les Françaises et Français de manifester le 5 décembre. Merci, monsieur le député. S'il vous plaît.
partie des lieux que l'autorité ne souhaite pas qu'ils soient occupés. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de demande de manifestation qui a été déposée. Il n'y a pas d'autorisation du mouvement. Nous, on a expliqué que le sport, c'était pour le moment quelque chose qui se passait bien. En gros, ce qu'on va chercher à obtenir de votre part, c'est qu'à 11h, ça vous laisse encore le temps de vous organiser, oui. Qu'à 11h, en gros d'ici une demi-heure, une heure, il va falloir prévenir les gens que ce serait bien de rentrer chez eux, d'évacuer. On va aller manger en tout cas pas sur ce péage ici, pas sur notre péage et pas sur le rond-point non plus. Ça limite beaucoup. En gros, l'action, voilà, il va devoir se terminer. Pour ce qui nous concerne sur notre circonscription, nous on s'occupe que de l'arrondissement de l'Ouest. Voilà. Ce qu'on souhaite, c'est que l'évacuation du péage se passe bien. Si ça se passe bien, nous, il n'y a pas de judiciarisation. On ne relève pas d'entrave à la circulation, de tout ce que vous savez qui peut se relever éventuellement dans ce genre de situation. Pour le moment, il n'y a pas eu de dégradation à notre sens. Après, moi, il y a des petites choses qui attirent aussi notre attention. C'est pas forcément ce point de vue-là qui est partagé. Quand on s'en va, c'est pour aller à Paris. En termes de sécurité, par exemple, vous n'êtes pas tous porteurs de gilets jaunes. Quand on voit la visite, on nous les a confisqués. On s'en va, on va à Paris. À laquelle le véhicule roule, honnêtement. L'année dernière, c'était l'anniversaire. Hier, c'était aussi l'anniversaire aujourd'hui. Les gilets jaunes et autres. Voilà, nous, on est quand même sensibles à cet aspect-là. Oui, mais nous, on est prudents. Croyez-moi. La sécurité et aussi le cadre légal, voilà, dans lequel on souhaite que se passe cette journée, font que, voilà, vers d'ici une demi-heure, une heure. Non, vous avez dit à 11h. Non, mais allez à Paris. À Paris, les manifestations. Non, pourquoi on va à Paris? Pourquoi à Paris? On habite là. Non, mais pourquoi à Paris? Le 17 novembre 2018, c'était en province. Dans toutes les villes de province. Voilà. Nous, le 17 novembre, on était là. Ici, on revient ici. Mais le problème, c'est que nous, notre marge de manœuvre, vous la connaissez, elle est juste sur la forme. Que, voilà, on peut le faire avec calme. On va les manifester dans son Vous avez dit les deux péages et le rond-point. Tout le reste, on y a droit. En fait, vous avez le droit de circuler. C'est une liberté. Mais circuler sur les trottoirs, circuler sur les trottoirs, c'est pas. Non, mais c'est pas comme bloquer la circulation. Sur les trottoirs, à droit. La bloc. Ah, c'est pas votre gilet jaune, chef. Va bon là. Stop. Revenez. Ah, attendez. Pourquoi on n'a pas mis de note? Pourquoi on n'a pas mis de note? Uniforme bleu. J'ai mal à aller. Impeccable.
se prend tous par la main. Et tout. Ouais. On a le passant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se fout de la gueule des femmes? On peut plus, Marlène Schiappa, elle a dit c'est fini. Mais c'est qui Marlène Schiappa? La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Oh, c'est elle qui a viré Tex. Rappelez Tex. Tex, il présentait l'émission Les Amours le matin sur France 2. Pour regarder, faut être ou au chômage ou à la retraite. Tu dois connaître Gilets jaunes. Mais c'est vrai. Oh, le mec, il a fait cette blague. Je vous la fais ou pas? Bon, il a dit « Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir ?» Rien, on lui a déjà dit 2 fois. C'est rigolo. Bon, c'est pas rigolo si c'est Bertrand Cantat qui l'a fait. Mais je veux dire, ça va, ça passe, c'est Tex. Marlène Schiappa, elle a dit non, c'est pas drôle. Tex, virez. Et dans le même temps, sur la chaîne LCP, il y a un journaliste qui s'appelle Frédéric Aziza. Il a ploté une meuf comme ça, camion pouette-pouette. La femme, elle a porté plainte. Ses collègues, ils ont fait grève. Marlène Schiappa, rien. Benalla, manifestation du 1er mai. Il a tiré les cheveux d'une meuf comme ça. Il lui a marché dessus. Marlène Schiappa, rien. Elle serait pas en train de se foutre de nos gueules, celle-là? Tu l'as vu devant Jean-Claude Van Damme? Oh, elle est en train de parler, Jean-Claude Van Damme, il la coupe. Parce que Jean-Claude Van Damme, tu lui mets un chien, un chat, un canard, il le coupe. Il lui parle. C'est Jean-Claude Van Damme. Elle est là, elle lui dit « Ce que vous venez de faire, c'est du mansplaining. » Non, c'est du Jean-Claude Van Damme. Bonjour. Aujourd'hui, je vais commettre l'irréparable. Si je vise donc le bâtiment du Crous à Lyon, ce n'est pas par hasard. Je vise un lieu politique, le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche, et par extension, le gouvernement. Et moi, le premier appel que j'ai eu, c'est un appel d'un camarade de Paris qui m'a dit hey, est-ce que tu as vu le message que le camarade a mis sur Facebook? C'est grave, je pense qu'il faut réagir, etc. Il a envoyé un SMS à sa petite amie, j'étais avec elle. Du coup, je suis arrivé en même temps que les pompiers. C'est ici, vous le savez, vendredi après-midi, qu'un de nos camarades a tenté de se suicider en s'immolant par le feu. Enfin, c'était quelqu'un qu'on appréciait tous, qui était au centre de plein d'interactions sociales diverses, à Lyon et à Saint-Etienne. Il a retapé sa L2 pour la 3e fois. Du coup, il n'avait plus le droit à la bourse. Il n'avait plus non plus un logement Crous tarif réduit. Du coup, il logeait chez sa copine et il cherchait un taf à côté.
Cette année, faisant une 3e L2, je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 € par mois, est-ce que c'est suffisant pour vivre? Et après ces études, combien de temps devons-nous travailler, cotiser pour une retraite décente? Pouvons-nous cotiser avec un chômage de masse? J'ai pas envie de vous dire qu'il était instable ou que ceci ou que cela, c'est que si jamais il avait eu besoin d'aide, en fait il n'aurait pas pu avoir accès à des soins. Parce que le service de santé universitaire est trop blindé, on n'a pas assez de rendez-vous pour des psychologues, parce que les centres médico-psychologiques de quartier, pareil, pour avoir un rendez-vous c'est 2 mois, l'assistante sociale c'est pareil, même s'il allait pas bien, c'est la précarité qui l'a tué parce qu'il n'avait pas les moyens de se soigner en fait. Et quand la présidence dit qu'on n'était pas au courant, machin, c'est pas vrai. Il a fait une demande d'aide au Crous, elle lui a été refusée, et on l'a envoyé chier, c'est-à-dire qu'en plus de pas lui donner d'argent, on l'a pas renvoyé vers une quelconque aide psychologique ou quoi que ce soit. La précarité tue parce qu'elle isole, enchaîne, rend impossible une vie décente. La précarité tue parce qu'aujourd'hui nous sommes une majorité à ne pas pouvoir nous nourrir, nous soigner correctement. La précarité est une des causes principales de la détresse psychologique à laquelle cette même précarité nous enchaîne sans qu'on ait la perspective de s'en sortir. La précarité étudiante, c'est de pas savoir si on va se faire virer de son logement Crous parce qu'on n'a pas les moyens de le payer. C'est pas savoir si en fait notre patron va nous réembaucher en CDD ou en intérim à côté, etc. C'est pas savoir si le lendemain matin, parce qu'il y en a plein qui bossent de soirée, de nuit, le matin très tôt, si en fait on aura la force d'aller en cours. Mais si on n'a pas la force d'aller en cours, et en fait, déjà on se met en danger sur les études, mais aussi on perd notre bourse. Combien d'étudiantes et d'étudiants ratent leurs études parce que les bourses que nous touchons, quand on en touche une, sont dérisoires par rapport aux besoins que nous avons. Vous l'avez vu, il y a une pancarte qui traîne qui dit radier du Crous parce que j'ai été hospitalisée. C'est vrai, moi j'en ai traité plusieurs des cas comme ça, où elles sont radiées du Crous et en plus elles doivent rembourser les bourses qu'elles ont eues. Dans ce cas-là, elles font quoi? Elles arrêtent les études et elles finissent par bosser comme signataires de dons. On est toujours debout, c'est fatigant, il fait froid, ou les gens nous crachent à la gueule parce qu'en fait c'est pas un boulot agréable. Et il n'y a que ceux qui ont leurs parents derrière qui ont de la chance, et encore pas toujours, parce qu'avoir les parents derrière, ça peut être aussi être source de contraintes. Pour tous les étudiants qui sont LGBTI, qui du coup continuent de vivre dans le placard, pour tous les étudiants qui sont forcés par leurs parents de faire des études qu'ils n'aiment pas, si on se fait jeter dehors pour X ou Y raison, nos bourses elles sont toujours calculées sur le montant de nos parents, mais c'est pas nous qui les recevons les bourses. On n'a plus de contact avec nos parents, comment on fait pour avoir le papier, etc. J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Il y a des responsables, il y a des coupables, c'est les politiques qui ont été menées, c'est le fait qu'en fait le nombre d'étudiants augmente, mais pas du tout le nombre des bourses, ni le nombre de profs, ni le nombre de manières dont on peut nous accueillir à la fac. Donc en fait on organise la précarité des étudiants. On veut qu'il y ait une trêve hivernale pour tous ceux et celles qui sont logés en logement Crous, parce qu'ils peuvent se faire expulser à tout moment. On veut une véritable prise de position publique et on veut faire pression sur le gouvernement pour débloquer des fonds d'urgence, parce qu'aucun étudiant ne doit mourir de faim, aucun étudiant ne doit être à la rue, aucun étudiant ne doit être privé d'études. Et en règle générale, ça vaut pour les étudiants, ça vaut pour tout le monde. On a eu le directeur de cabinet de Madame Vidal au téléphone samedi après-midi, donc dans la soirée, où il nous disait voilà, on vous présente notre soutien, etc. Et on lui a dit mais ok, votre soutien on note, est-ce qu'il y aura une prise de parole publique? On n'a pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a un infléchissement de la politique du gouvernement? Est-ce qu'on revoit un peu les choses? Est-ce qu'on essaye de recadrer? Et en fait il nous a dit non, écoutez, il y a un temps pour l'émotion, un temps pour l'action, l'action ça viendra ou pas. C'est moi qui étais au téléphone avec lui, je vous jure que j'étais très énervée. On a quelqu'un qui est venu devant le Crous, qui s'est aspergé d'essence et qui s'est immolé par le feu. C'est une des morts les plus violentes qui puisse exister. Et il l'a fait avec un texte qui accuse des politiques, où il parle de sa situation, où en fait il voit que pour lui, il n'y a plus d'espoir que ce geste-là. En fait, c'est on vous apporte notre soutien et basta. On veut que les gens ne soient plus expulsés, on veut que les étudiants puissent manger à leur faim, on veut qu'ils aient un toit, on veut qu'ils arrêtent de bosser et qu'ils se concentrent sur leurs études, on veut de la compréhension de la part de l'administration. En fait,
On va pas se laisser faire, on veut pas qu'il y en ait d'autres. Aujourd'hui, le gouvernement fait de la com sur le service national universel, là, pour envoyer des jeunes à l'armée qui coûtent 1,2 milliard. Avec 1,2 milliard, on double les bourses. Je veux dire, faites ça plutôt que nous envoyer à l'armée, putain, enfin genre, quelle est votre logique ? Et j'ai l'impression que la logique, elle est quand même particulièrement claire. On fait de la sélection sociale pour que tous les pauvres puissent pas aller à l'école. Et ceux qui veulent quand même y aller, ceux qui veulent se battre pour les études, ils finissent tellement précaires, tellement dans des situations intenables, mentalement, psychologiquement, physiquement, qu'en fait, soit ils arrêtent les études, soit ils se flinguent. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ça aujourd'hui la France ? Est-ce que c'est des étudiants à qui on refuse les études qui vont se cramer devant des crousses ? Bah non, je crois pas. La réaction du Crous, elle est sortie que hier à peu près. C'était une série de tweets qui disaient qu'ils se sentaient désolés pour la famille, etc. Mais rien sur en fait les raisons, sur pourquoi ils l'ont fait devant le Crous, pourquoi tout ce truc si symbolique, aucune remise en question de comment fonctionne leur système, ni même de ok, on revoit aujourd'hui toutes les aides d'urgence parce qu'on comprend que c'est grave. Donc rien de tout ça. Donc en fait une réaction finalement de façade. Vu le truc, on s'est dit mais ils se moquent de nous, quoi. Ils se moquent de nous, ils prennent pas en compte l'ampleur de la situation. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. On essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que c'est pas une manière de finir sa vie, surtout quand on est jeune, surtout quand en fait il y a encore de l'espoir. On essaye de se battre parce qu'on pense qu'il y a encore de l'espoir, qu'une réponse des gouvernements pourrait tomber, on sait jamais. Enfin voilà, on est obligé d'espérer parce que sinon qu'est-ce qu'on fait en fait on s'assied par terre et on l'attend. Anti-capitalisme, anti-capitalisme, anti-capitalisme. Sur le fond, les arguments pour s'opposer à cette privatisation totalement aberrante sont innombrables. Mais il y a une raison de plus pour laquelle il faut signer et il faut que nous atteignions les 4,7 millions de signatures. C'est tout simplement la première fois qu'est mise en œuvre cette procédure de référendum d'initiative partagée, alors même qu'elle a été conçue sous Nicolas Sarkozy de façon à ne surtout pas pouvoir être enclenchée. On a vu pendant les délibérations du grand débat et surtout pendant le rendu du grand débat qu'Emmanuel Macron avait balayé d'un revers de main le référendum d'initiative citoyenne et qu'il avait daigné accepter d'assouplir un petit peu cette procédure du référendum d'initiative partagée pour montrer qu'il n'était pas totalement fermé, surtout pour faire croire qu'il répondait à une demande démocratique, alors que la demande était évidemment bien plus forte sur le référendum d'initiative citoyenne. Du coup, ce référendum d'initiative partagée, eh bien, c'est le moyen de faire entendre la voix des citoyens et de se saisir pour cela d'une occasion qui est une occasion assez rare. Parce que pour qu'on en arrive à avoir besoin de ces 4,7 millions de signatures, il a fallu que des députés votent ensemble, des députés de bords différents. Souvenez-vous, il y avait des républicains, il y avait des communistes, ce qui a même fait dire à un député La République En Marche avec une certaine dose de mépris, tout ça c'est l'alliance gaulo-communiste. Eh ben oui, c'est l'alliance gaulo-communiste, c'est-à-dire tout simplement un moment de l'histoire de France, souvenez-vous, où finalement la France ne se portait pas si mal et où surtout les politiques avaient conscience de ce qu'est l'État et du rôle qu'il doit exercer pour protéger les intérêts des citoyens. Donc, la capacité de mobilisation sur ce référendum d'initiative partagée va permettre de montrer ce qui se passe quand le peuple décide de reprendre son pouvoir, celui qui lui appartient. C'est une réponse à tous ceux qui estiment que les sujets d'aujourd'hui sont beaucoup trop complexes pour un peuple qui est décidément trop con et qu'il vaut mieux s'en référer aux experts, aux représentants qui représentent tellement bien les citoyens. Voilà, la réponse, elle est dans ces 4,7 millions de signatures. Bien sûr,
le ministère de l'Intérieur n'a pour l'instant pas mis en place de compteur. On ne sait pas combien de citoyens ont déjà signé. Alors dans le doute, parce que peut-être ça pourrait marcher, il vaut mieux y aller. Bienvenue Manu. C'est parce que jeudi, Emmanuel Macron revient à Amiens, il revient dans sa ville, qui est aussi ma ville, et puis il faut lui dire, voilà, bienvenue Manu, parce que ça fait un bout de temps qu'on l'attend. Hein. Il était venu il y a 2 ans, c'était au moment où il avait des bonnes nouvelles à annoncer au Whirlpool, on avait fait tout le tour de l'usine, il y avait une super reprise, la WN, il tapait sur l'épaule de tout le monde en disant, tu sais, c'est vraiment un entrepreneur de confiance, il faut y aller, non, cherchez pas un autre projet, c'est vraiment ça qu'il faut. Et puis moi, ça fait 1 an que comme je sais que c'est la mouise dans l'usine, j'étais le premier à tirer la sonnette d'alarme. J'ai envoyé un courrier à l'Élysée, un courrier au ministère du Travail, un courrier à la préfecture en disant là, il faudrait peut-être que le président de la République y revienne pour voir un peu ce qui se passe dans l'usine. Parce que les gars, j'ai appris là, ils faisaient des tours Eiffel de pâtes pour s'entraîner en formation ou ils faisaient des poules, ça on les avait montrés en fer, ce genre de choses-là. Donc bon, maintenant, c'est bon. Le super plan vendu par Macron il y a 2 ans, parce que ça, c'est quand même un grand penseur de l'économie, hein, donc il avait vu, il avait les chiffres, il avait tout ça, boum, ça a volé en éclats, droit dans le mur, et surtout il n'y a personne au ministère de l'économie, il n'y a personne à l'Élysée qui a tiré sur le frein avant que ça aille dans le mur. On a été jusqu'au bout du mur. Bon, voilà, donc on est content, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit, mieux vaut tard. Donc bon, voilà, bienvenue Manu. Je vais vous expliquer pourquoi il revient, mais d'abord, comment il revient. Donc théoriquement, c'est pour l'inauguration de la citadelle d'Amiens. En vérité, ça fait plus d'1 an qu'elle est ouverte, c'est pas du tout pour ça. Il pouvait le faire beaucoup plus tôt ou il pouvait le faire plus tard. Donc il y a une autre raison, on va me dire quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là? On va être le programme d'accueil. Tu connais Potemkin ou pas? Non, tu connais pas Potemkin. Potemkin, c'était un ministre, il me semble, de Catherine II de Russie. Et avant que l'impératrice de Russie ne se déplace dans un petit village russe, tu vois, il faisait faire des fausses façades. Et on mettait des fausses façades devant les maisons pour que quand Catherine II arrive, tout soit super. Bon, là, je ne sais pas ce qu'on a comme budget peinture, mais en revanche, il y a un budget police, il est chiffré, puisque on apprend qu'il va y avoir 23 compagnies de forces mobiles en renfort. Ça veut dire 1500 policiers, des CRS, quoi. 1500 policiers en plus des 500 qui sont déjà là, donc grosso modo, on aura 2000 policiers pour souhaiter la bienvenue à Emmanuel Macron. On imagine que dans ce cadre-là, ça va faciliter le contact avec les habitants et qu'il va y avoir une certaine chaleur humaine qui va se dégager, tu vois, et voilà, il y aura une vraie ambiance démocratique, une liesse populaire. Bon, on avait connu ça, hein, la liesse populaire, quand Chirac était venu. On pense qu'on veut de Chirac, mais il n'empêche qu'il dégageait ça. Il y avait vraiment des gens qui étaient enthousiastes à l'idée d'aller acclamer Chirac et tout ça. Ce qui fait que les quelques gauchos qui venaient faire de l'anti-Chirac, ils étaient quasiment contraints de se taire, non pas parce qu'il y avait des bâtons de police, mais parce qu'il y avait le peuple à côté qui, lui, voulait voir Chirac et voulait se faire prendre en photo avec lui, tout ça. Bon, là, il va y avoir un dispositif de sécurité qui va tenir les ardeurs populaires un peu en périphérie, qui va pouvoir nouer un dialogue confortable entre le président et puis un certain nombre de représentants. Donc, on va aller à la citadelle d'Amiens, il y aura une visite à Amiens-Nord, enfin, il y aura normalement, ça devrait être en petit comité derrière les portes closes de la préfecture, la rencontre avec les anciens Whirlpool, tandis que quand il y avait des bonnes nouvelles à annoncer, c'était dans l'usine, devant toutes les caméras, tous les micros et tous les stylos du pays. Bon, il y a comme ça des contrastes. Bon, je veux dire maintenant pourquoi il vient en vrai. C'est pas pour la jeunesse à Amiens, c'est pas pour la citadelle. Il vient pour lancer la campagne des municipales. Parce que ça la foutrait mal de perdre dans sa ville natale, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La semaine dernière, il vient de donner, c'est la une du Courrier Picard. Tu la vois bien, là, c'est bon? La semaine dernière, il vient de donner son investiture à Brigitte Fourré. Tu vois, c'est le bordel, hein, En Marche. C'est qui Brigitte Fourré? Brigitte Fourré, c'est la maire d'Amiens actuellement. Justement, personne ne sait qui est Brigitte Fourré. En dehors de l'Amiens, déjà, tu arrives à Longo, les gens savent plus qui est le maire, en gros. Hein. Pourtant, elle est là depuis un paquet d'années. Mais c'est le bordel, En Marche. Tu as la députée du coin, Barbara Pompili, En Marche, qui y va. Tu as la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, En Marche, Fanny Ruin, qui y va. Vous ne connaissez pas ces noms-là, mais ça vous donne une ambiance, quoi. Et donc, en fait, là, il vient de jouer la carte de la sécurité. Il faut savoir qu'elle est élue depuis 1986.
pas maire, hein, conseillère régionale, tout ça. Au total, elle cumule, là, elle cumule avec conseillère régionale, toujours plus maire d'Amiens, elle cumule 66 ans de mandat à elle toute seule. Et elle est alliée avec un mec des Républicains, vous ne connaissez pas, mais qui s'appelle Alain Geste, et qui, lui, a 68 ans de mandat. Donc, à eux deux, ils sont à... 134. Hein 134. Ils sont à 134 ans de mandat, eux deux, c'est ça? Voilà, à eux deux, ils ont 134 ans de mandat. Donc voilà la Startup Nation, tu vois, le nouveau monde politique. Le citoyen mis au cœur du débat, c'est de refiler l'investiture En Marche à les plus vieux routiers qui sont là. Voilà la bagarre qui s'annonce. Et donc, là, en plus, elle a un bilan qui n'est pas terrible, plutôt inexistant, comme elle est inexistante, quoi, tu vois. On se demande si on n'a pas plutôt une adjointe à la voirie, sponsorisée par Eiffage, parce que tellement il y a eu de travaux dans tous les sens, mais qui, en fait, n'ont pas abouti à une vraie amélioration sensible pour les habitants. Donc bon, il y a un truc un peu comme ça. Et là, il vient, pourquoi Macron en vérité? Il vient pour lancer la campagne de Brigitte Fourré. Et avec un double agenda, qui est l'agenda de Brigitte, l'autre Brigitte Macron, qui va faire des rendez-vous un petit peu partout dans la ville pour réconcilier la bourgeoisie amiénoise et demander à Barbara Pompili, demander à Fanny Ruin si c'est pas possible d'aller rejoindre la maire qui vient de la droite, mais enfin de la rejoindre quand même, et puis de laisser tomber les mauvaises pensées et tout ça, pour pas laisser la gauche, nous, l'emporter. On leur fait peur. Donc voilà, le contexte, c'est celui-là, c'est-à-dire, au fond, la visite d'Emmanuel Macron, elle devrait compter sur le budget de campagne de Brigitte Fourré. C'est tellement gros. La semaine dernière, elle est investie par En Marche. Cette semaine, en improvisation, le président de la République, boum, il arrive pour 2 jours sur le terrain. C'est tellement gros. Ça devrait être sur son budget de campagne. Mais ce n'est pas nouveau que Emmanuel Macron il fasse comme ça des trucs avec les budgets de campagne. Tu ne te souviens pas? Sa campagne présidentielle, il l'avait lancée avec le budget du ministère de l'économie. Ça avait été dénoncé par son collègue du ministère du Budget, un socialiste, Christian Ecker, qui était la porte en face à Bercy et qui voyait comment, aux frais de la République, il organisait sa campagne, Macron. Il faisait des dîners au premier étage, il faisait un autre dîner au 8e étage, enfin je ne connais pas les étages exactement, mais enfin il faisait 2 dîners en parallèle aux frais de la princesse, il faisait tous ses rendez-vous aux frais de la princesse, il faisait des déplacements aux frais de la princesse, et qui étaient des déplacements pour préparer sa campagne présidentielle. Et bien de la même manière, là il y a une confusion entre la politique partisane et l'État, tu vois, donc, et le rôle du chef de l'État. Bon, voilà un peu, donc c'est quand même... Parce que je ne sais pas si ça va être trop relevé par les journalistes, que c'est pour cette raison-là. Tu vois, ça va être Emmanuel Macron et la jeunesse, tac, tac, tac. Bon. Vous vous souvenez de Sylvie Goulard? C'était la candidate française de Macron à la Commission européenne. Eh bien, cette semaine, on a examiné au Parlement européen son remplaçant, proposé par Macron. Il s'appelle Thierry Breton, pour prendre le poste de commissaire européen. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que niveau conflit d'intérêts, c'est encore pire. Parce que la commission des affaires juridiques dans laquelle je siège, qui examine les conflits d'intérêts, elle a dit circuler, il n'y a rien à voir, et elle a voté que pas de conflit d'intérêts et Thierry Breton pouvait être validé. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans le détail, son passé de PDG d'une des plus grandes entreprises européennes, Atos, n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout en conflit d'intérêts avec son nouveau poste de portefeuille de commissaire européen en marché intérieur. Mais vraiment pas. Hein. Thierry Breton, en tant que commissaire européen, il sera en charge du numérique et du développement des supercalculateurs. Alors que son entreprise Atos est juste le seul constructeur de supercalculateurs dans l'Union européenne et qui a un marché de près de 3 milliards d'euros en jeu. Il sera aussi en charge de la cybersécurité, alors que son entreprise Atos est juste en charge des systèmes de protection informatique de 17 institutions européennes. Il sera en charge de la défense européenne, alors que son entreprise Atos est juste un prestataire majeur d'outils et de logiciels militaires. Ah oui, Thierry Breton, en tant que commissaire, il sera aussi en charge de l'espace. Alors que son entreprise Atos a été choisie par l'Agence spatiale européenne pour gérer l'accès aux données du projet Copernicus. Ah, et puis c'est presque l'élément le plus important de son portefeuille, il sera aussi en charge du marché intérieur
Et il aura notamment dans son portefeuille la révision de la directive sur le tabac. Alors qu'Atos a créé un système de traçage très controversé pour Philip Morris. Bon, et quand on regarde son CV, en plus, c'est loin d'être fini. Son entreprise Atos est accusée d'avoir illégalement détenu et confié à IBM une copie de la base de données utilisée par la police pour retrouver des individus dans l'espace Schengen. Les preuves sont accablantes, mais la Commission européenne a décidé d'étouffer l'affaire.